webinaire, voilà, je souhaite simplement partager avec vous les différentes démarches et obligations liées à la création d'un élevage, qu'il soit canin ou félin, et d'activités de pension ou de pet sitting. Il n'est pas toujours évident d'avoir toutes les informations d'un coup et quand on se retrouve un petit peu ballotté d'une organisation à une autre parce qu'ils ne savent pas forcément, parce que nos métiers sont tellement particuliers que j'espère vraiment que ce webinaire pourra vous aider à y voir un peu plus clair sur vos démarches. Tout d'abord, si vous souhaitez être éleveur, que ce soit éleveur canin ou félin, ou les deux d'ailleurs, 3 statuts possibles. Donc depuis le 1er janvier 2016, tout vendeur de chiens ou de chats de sa production, quel que soit le nombre de portées produites dans l'année, et peu importe l'inscription ou non au LOUF ou au LOF, celui-ci est considéré en tant qu'éleveur, donc éleveur professionnel ou encore agriculteur. Donc c'est-à-dire que voilà, le vendeur d'un chiot, chien, chaton, chat, qui n'est pas produit, par contre, chez lui, on appelle ça un commerçant. C'est par exemple les animaleries. Un particulier, par contre, lui, alors quand on dit le terme particulier, maintenant il n'existe plus vraiment depuis 2015, on appelle éleveur dérogataire l'éleveur qui ne produit qu'une seule portée par an. Donc depuis l'article L 214-6 du Code rural, ils énoncent justement les définitions de l'élevage pur. Donc on entend par élevage de chiens et de chats l'activité consistante à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un des chiens ou chats est cédé à titre onéreux. Ça, c'est important de le prendre en considération. Si vous avez juste, par exemple, une portée de chatons par an par mégarde ou tout simplement comme ça, si vous les donnez, vous n'êtes pas sujet à tout ce qu'on va voir par la suite. Les obligations et dispenses de formalités. Donc l'éleveur professionnel est une personne qui a un numéro de siret. Pour cela, il doit s'immatriculer à la chambre d'agriculture à partir de 2 portées par an. Donc il aura grâce à ça un numéro de siret et donc il faudra qu'il adhère en principe à la MSA, donc la mutualité sociale agricole. On reverra tout ça un peu plus en détail par la suite. Il faudra aussi qu'il se déclare au titre d'activité au préfet, donc à la partie des DCSPP du département, afin qu'il soit en règle en matière de protection animale et qu'il soit titulaire d'un titre ou d'un certificat attestant de ses compétences à s'occuper d'animaux. Donc ça, c'est pareil, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. L'éleveur dérogataire est une personne ne produisant qu'une portée LOF ou LOUF par an, et il est dispensé des modalités juste au-dessus. Par contre, dans les deux cas, il doit quand même disposer de locaux adaptés et respecter les différents critères sur la catégorie d'hébergement qu'on reverra également par la suite. Les commerçants, quant à eux, sont tenus de s'immatriculer au registre des commerces et des sociétés. À défaut d'immatriculation, l'exploitant en situation de travail dissimulé est considéré comme délit correctionnel passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La capacité du vendeur à disposer de l'animal. D'une manière générale, pour pouvoir céder un chiot ou un chaton, il doit forcément être pleinement propriétaire sous peine de nullité de transaction. Ça peut être le cas, par exemple, en fonction, si vous avez acheté un chiot ou un chaton et puis que finalement vous vous rendez compte, pour votre pro, et que vous vous rendez compte que finalement, il ne correspond pas forcément à vos attentes et que vous souhaitez le revendre par la suite, il faut quand même être déjà pleinement propriétaire, que les papiers soient cédés, vraiment que toute la vente se soit fait correctement. Cette fois, les obligations pour les pet-sitters et pensionneurs. Donc déjà, le pet-sitter ou pensionneur professionnel est une personne qui a un numéro de siret. Et pour cela, il doit s'immatriculer. Alors on verra qu'il y a un petit peu de choses distinctes, mais s'immatriculer au statut souhaité, principalement aujourd'hui le plus souvent retrouvé est le statut auto-entrepreneur, qui permet d'obtenir un numéro de siret. De se déclarer également au titre de l'activité au préfet, donc des DCSPP, afin d'être en règle avec la réglementation en matière de protection animale. Cela seulement si vous faites pension chez vous. Si vous allez au domicile des personnes,
Forcément, il faudra respecter le bien-être animal, en règle générale, mais ce ne sont pas vos structures. Disposer de locaux adaptés et les différents critères, catégories d'hébergement. Et être titulaire d'un titre ou d'un certificat attestant de ses compétences à s'occuper d'animaux. Donc justement, parfois ça peut être un peu flou. J'ai essayé d'aller un peu plus en détail, donc voilà, vous me direz si vous avez encore des questions, à la fin. Justement, quel statut choisir? Alors là, on parle, seulement pour les pensionneurs et pet-sitters, parce que, tout simplement, on verra par la suite que ceux qui souhaitent faire de l'élevage rentrent dans le domaine de l'agriculture, donc c'est un autre type de statut. Il existe une multitude de statuts différents, EI, EIRL, EURL, SA, SAS. Pour choisir, il est important de réfléchir en fonction du type d'activité qu'on veut faire, de l'environnement où est-ce qu'on va, s'implanter, du nombre de salariés, du chiffre d'affaires souhaité et des différentes responsabilités éventuelles des associés, des dirigeants, et cetera. Est-ce que, par exemple, c'est un partage de ce qu'on appelle, de pouvoir? Est-ce qu'il y a des parts, en termes de pourcentage et autres? Et donc, j'ai voulu vraiment m'axer sur les principaux, les principales choses qu'on voit aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, on parlera principalement de l'auto-entreprise, donc qui est une entreprise individuelle qui relève du régime fiscal par la micro-entreprise et du régime micro-social pour les paiements des cotisations et des contributions sociales. Ce régime simplifié a été créé pour faciliter les démarches de création et de gestion d'une entreprise, tout en vous permettant de bénéficier d'une protection sociale dédiée. Et donc, pour la partie agricole, c'est un petit peu la même chose, mais sous le régime agricole. Donc ça s'appelle le régime micro-bénéfice agricole, donc micro-BA. Donc ça, vous en entendez sûrement parler aussi si vous regardez, vous suivez certaines personnes sur, les réseaux sociaux, sur YouTube ou autres. Donc maintenant, vous saurez éventuellement à quoi ça correspond et qui constitue à l'équivalent de la micro-entreprise pour les exploitants agricoles. Donc au titre de votre activité agricole, vous serez affilié à la MSA, donc la Mutualité sociale agricole, et vous serez imposé selon les règles des bénéfices agricoles. Donc régime micro ou au régime réel, ça on y reviendra aussi un petit peu par la suite. Au titre de votre activité complémentaire d'auto-entrepreneur, vous serez affilié au régime général de la sécurité sociale et vous serez imposé selon les règles du régime du micro-BIC ou micro-BNC, ça dépend en fait un petit peu de l'activité que vous allez proposer. Et vous bénéficierez du cadre social et fiscal de la micro-entreprise, donc charges sociales calculées en fonction de votre chiffre d'affaires, ainsi que l'abattement fiscal forfaitaire, la comptabilité allégée, etc. Donc cette partie-là, c'est uniquement pour l'auto-entreprise. Alors, là, pour les pet-sitters et les pensionneurs. Sachant qu'en fonction, si vous faites les deux, il faut voir quel type de pourcentage vous allez faire. Est-ce que vous allez avoir 70% par exemple de pension et 30% d'élevage ou si c'est autre chose? Donc ça, après, il faudra vous renseigner directement, normalement plutôt au début avec votre chambre d'agriculture pour définir ensemble et justement choisir quel type de statut vous pourrez faire. Donc là, on parle uniquement pour ceux qui souhaitent s'installer seulement en tant que pet-sitter ou pensionneur. Pour le statut auto-entrepreneur, c'est assez simple à réaliser, ça prend vraiment pas trop longtemps. Vous pouvez donc vous identifier sur le site de l'URSSAF, donc autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc là, vous avez le choix, donc soit une déclaration en ligne, soit une version papier, ça c'est à vous de voir, où vous remplissez vos informations personnelles, le choix des cotisations, donc par trimestre ou mensuel. Donc ça, c'est à vous de voir en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui est intéressant pour vous. De déclarer une déclaration d'activité pour une immatriculation obligatoire au CFE.
Donc soit en activité libérale, artisanale au répertoire des métiers ou commerciale, donc pour les pet-sitters et pensionneurs au registre des commerces et des sociétés. Donc ça, c'est les 3 types d'activités qu'on peut comment dire? Déjà s'identifier, donc pour vous, ce sera plutôt dans la partie commerciale. C'est assez rapide, c'est vraiment, quelque chose de court, même dans le délai de réception du numéro de siret, donc qui est entre 8 et 15 jours. Et les conditions pour l'obtenir et bien sûr, il faut avoir un chiffre d'affaires, par exemple, maximum, c'est pareil en fonction, il faut voir si vous faites des activités complémentaires. Si, par exemple, vous proposez, de la vente d'accessoires et d'alimentation, vous n'aurez pas le droit de dépasser, 176 200 €. Sinon, vous passez sur un autre statut. Idem pour, 72 600 € pour les prestations de services. Donc, par exemple, pour le pet-sitter ou le pensionneur. Et si vous faites les 2, il faut, que dans les 176 200 €, il soit inclus le montant maximum de 72 600 € de prestations de services. Vous n'aurez pas le droit d'augmenter. C'est les 2 compris. Et donc franchise de TVA, pas de facturation et pas de récupération de TVA jusqu'à 94 300 € pour la vente de marchandises et par contre 36 500 € pour les prestations de services. Donc aucune détection de charges ni amortissement du matériel par contre, si vous êtes dans cette optique-là. Donc au-dessus de ces 2 montants, là par contre, vous allez, avoir une répercussion sur la TVA. Donc quand vous faites vos prix, à la base, quand vous faites, tout simplement aussi, votre étude de marché ou, également quand vous regardez un petit peu les prix qui se font à côté de chez vous. OK, bah, il faut se dire qu'aujourd'hui vous débutez, mais dans 3 ans, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir pour déjà inclure cette partie de TVA pour pas, si jamais, bah, comment dire? L'activité démarre, en trombe, pour pas que vous soyez perdant aussi à la fin. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir un petit peu en amont. Donc les impôts, 2 possibilités, soit le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est la déclaration en même temps, c'est donc non, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, donc ça, c'est en même temps que quand vous payez vos cotisations, soit en même temps que votre déclaration de revenus. Donc ça, c'est en fonction, il faudra, vous renseigner un peu plus, en profondeur sur quel est le mieux aujourd'hui pour vous par rapport à votre situation, si vous êtes en couple, si vous avez d'autres revenus et cetera. Donc ça, vous retrouvez tous les informations sur le site de l'Urssaf. Donc c'est intéressant aussi, d'aller vous renseigner un petit peu sur ça. Ça, c'est pas simplement, je verse au moment des cotisations ou alors je verse, 1 fois par an. Non, c'est vraiment, 2 choses distinctes, donc allez quand même bien vous renseigner là-dessus. Par rapport aux cotisations sociales, déjà qu'est-ce que c'est? C'est le forfait social qui comprend toutes les cotisations et contributions relatives à la protection sociale obligatoire. Donc comme l'assurance maladie, maternité et indemnité journalière, invalidité décès, allocation familiale, retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, la CSG et la CRDS et la contribution à la formation professionnelle. Donc ça, ce sont des cotisations sociales que de toute façon, que vous soyez, du côté agriculture ou que de l'autre côté, qui sont obligatoires à verser tous les mois ou tous les trimestres comme on l'a vu. Donc ça, c'est en fonction de votre chiffre d'affaires et également de votre, de là où vous vous êtes déclaré. Si vous regardez un petit peu, le tableau à droite, vous allez voir en fonction, pour les ventes de marchandises, c'est, en pourcentage, c'est 12,8 et sinon en prestation de service, c'est 22. Donc ça, c'est 22. Par exemple, si vous êtes en déclaration mensuelle, sur votre prestation, imaginons sur 100 € déclarés, vous allez avoir 22 € de cotisations sociales qui vous seront prélevés directement.
Donc ça, c'est son quelque chose, c'est un petit peu comme quand vous êtes salarié, au final, c'est un petit peu ce qui est enlevé sur votre fiche de paye. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est aussi à prévoir. C'est-à-dire que dans votre prix final, alors les personnes, forcément, ne le voient pas, mais vous, il faut bien penser que derrière, donc vous avez les cotisations sociales qui vont partir et également la partie des impôts. Donc là, c'est pareil, vous le voyez en termes de pourcentage versement libératoire, par exemple, de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un calcul fait directement, donc 1% pour les ventes de marchandises. Et en fonction prestations sociales, enfin prestations de services, pardon, donc 1,7% ou 2,2 en fonction de là où vous déclarez. Et après, c'est encore un petit peu différent si vous déclarez vos impôts sur la feuille d'impôt de revenu classique. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, à aller voir en fonction de chaque situation, quel est le plus avantageux pour vous. Mais voilà, concrètement, à la fin, une fois que vous déclarez votre chiffre d'affaires, bah, c'est pas vous gagnez 100 €, vous gagnez pas 100 € à la fin. Non, vous déduisez vos cotisations sociales et vos impôts. Et en fonction de votre chiffre d'affaires à l'année, vous déduisez également la TVA de 20%. Donc quand on fait ces prix, automatiquement, il faut qu'on le répercute aussi parce que à la base, c'est OK, pourquoi je fais cette activité? Est-ce que déjà c'est une activité secondaire? Est-ce que c'est une activité principale? Qu'est-ce que j'attends en termes de chiffre d'affaires? Alors bien sûr, il faut être aussi, déjà il faut pouvoir rêver, mais il faut aussi être raisonnable et être dans la réalité. Donc se renseigner sur le métier visé et en fonction, bien sûr, c'est toujours les aléas du vivant, hein, notamment en élevage où on peut prévoir de belles choses et malheureusement une année, ça peut ne pas être notre année. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça à prendre en compte quand on effectue nos prix et ça nous permet parfois de mieux comprendre aussi les prix d'autres prestataires, on se dit: «Mais c'est pas possible, eux, ils sont super chers». Mais en fait, c'est aussi pour ça. C'est qu'est-ce qui va vous rester à la fin du mois, une fois que vous avez enlevé vos cotisations, vos impôts et éventuellement votre TVA. Alors, 0,10 pour les commerçants et les professions libératoires non réglementées, donc ça dépend un petit peu, c'était surtout pour la formation professionnelle. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi au bout de quelques années. Vous pourrez faire des formations sur le métier. Donc tu notamment, vous avez l'ASCC, vous avez le NCNPCC qui permettent par rapport à ce genre de choses qui permettent de pouvoir vous former encore plus sur le terrain. Donc ça, c'est top. Et en termes d'obligations légales, il vous faut un compte professionnel à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Au-dessous, vous pouvez utiliser votre propre compte, sans souci. Par contre, dans l'idée, même si on ne vous demande pas de comptabilité spécifique, il faut quand même avoir tenu à jour en cas de contrôle. Alors c'est quand même assez rare, mais bon, il suffit que vous soyez l'exception qui confirme la règle, comme d'habitude. Donc prévoyez un livre de recettes. Ça peut être quelque chose que vous faites sur ordinateur et qui peut vous permettre aussi, justement, hein, de vous évaluer au fur et à mesure des années. Donc ou alors version papier comme vous préférez, hein, sur un cahier, sur un classeur, peu importe. Mais déjà pour vous mettre, vos dépenses, qu'est-ce que vous avez dépensé, vos recettes et souvent il est préférable de mettre par exemple tel jour, tel chiffre d'affaires et cetera et cetera. Ce qui vous permet vous aussi de vous retrouver sur votre compte perso pour savoir est-ce que c'est un versement perso ou pro. Et il y aura obligation de souscription à un médiateur. Donc là, on parle bien de médiateur, enfin, à la consommation et non pas médiateur par l'animal, hein. Ne pas mélanger les 2 termes et on y reviendra un petit peu plus tard aussi. J'espère que c'est OK avec cette partie-là et j'y répondrai à vos questions à la fin si besoin. Maintenant, pour toute la partie élevage. Donc, les formalités de création d'une entreprise agricole sont simples et rapides, en même principe un petit peu que l'URSSAF. Donc, la chambre d'agriculture reçoit les déclarations de création en tant que guichet unique, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, c'est cet organisme qui va dispatcher un petit peu auprès des autres administrations, ce qui vous évite d'envoyer 15 000 papiers en même temps. Donc, en fonction de si vous êtes une structure d'exploitation directe, qu'est-ce que c'est?
C'est une immatriculation auprès de la Chambre d'agriculture qui répercute donc la déclaration à l'INSEE, aux services fiscaux et à la MSA. Donc il faut envoyer le formulaire PO ou P0, non, P0 agricole, donc CERFA 11 922 05, et le volet social SNP, non, NSP, pardon, Agri CERFA 11 926 03, auprès des centres de formalité des entreprises, donc le CFE, de la Chambre d'agriculture du département, accompagné des pièces annexes telles que la carte d'identité, le passeport, un titre de jouissance du lieu d'exploitation, si vous êtes propriétaire, et diplôme ou attestation de formation. Et là, vous créez une micro-entreprise agricole, donc au même titre de ce qu'on vient de voir par rapport à l'URSSAF. Donc là, on parle au niveau de l'agriculture, vous êtes sur une structure d'exploitation directe. Maintenant, les indirects, c'est là où est-ce que quand on est plusieurs, quand on veut se mettre sur un projet à 2, à 3 ou à plus, donc le ou les fondateurs de la société doivent signer les statuts recelant les règles de fonctionnement de cette dernière et désigner son ou ses dirigeants. Il est conseillé de nommer le représentant légal sur un acte distinct de statut. Ces derniers font l'objet d'un enregistrement gratuit auprès des services fiscaux. Et enfin, la création de la société en tant que personne morale doit être portée à la connaissance du public et doit faire l'objet d'une publicité d'un journal du département d'implantation habilité à publier des annonces légales. Donc pour ça, il faut envoyer le formulaire M0 agricole, donc le CERFA 11 927 04 et le volet social qui va avec. Donc si le dirigeant est majoritaire ou non salarié, après sinon ce sera celui du NSM Agri, donc le CERFA 11 925 03, accompagné d'une copie de la carte d'identité, du passeport, de la déclaration de non-condamnation avec filiation de chacun d'entre eux, diplôme, attestation de formation et titre de jouissance des lieux d'exploitation adressés directement au CFE de la Chambre d'agriculture. Donc souvent, ce qui est quand même fait, c'est qu'on est sur une exploitation directe, mais il suffit que, par exemple, vous soyez en couple ou entre connaissances. C'est plutôt vers une structure d'exploitation indirecte qu'il faudra vous orienter. Alors, les différents régimes fiscaux. Actuellement, les entreprises agricoles peuvent bénéficier de 3 régimes fiscaux possibles. Le régime des bénéfices agricoles, donc en dessous de 82 000, oui, c'est 82 000, alors elle pourrait être bénéficiée du régime des bénéfices agricoles. Donc il est imposable et soustrait à un abattement de 87% automatiquement. Ensuite, vous avez le régime du bénéfice réel simplifié. Si la moyenne des recettes annuelles des 2 dernières années est comprise entre 82 000 et 350 000 alors qu'elle peut bénéficier du régime du bénéfice réel simplifié. Donc c'est le bénéfice net qui est imposable. Et le bénéfice réel normal, donc si la moyenne des recettes de l'entreprise calculée sur les 2 dernières années excède les 352 000 euros, l'exploitation agricole sera éligible au bénéfice réel normal et il lui est possible de basculer vers ce régime si elle bénéficiait avant d'un régime réel simplifié. Tout comme pour le cas du réel simplifié qui passe au réel bénéfice. Excusez-moi, il y a beaucoup de bénéfices dans la phrase. Donc, le bénéfice réel est imposable et directement imposable. Le taux de la TVA agricole est applicable aux opérations de vente de chiots, de chiens, de chats ou de chatons, et donc est actuellement à 20%. Idem pour les saillies à titre onéreux, puisqu'elles sont inscrites dans le cycle de croissance des animaux. C'est une opération soumise à la TVA agricole de 20%. La pension, le dressage, le transport d'animaux pour le compte de tiers n'est pas soumise à la TVA agricole, mais à la TVA de droit commun.
mais qui est aussi de 20 comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est pas au même endroit, où on reverse la TVA. Donc là, ce sont, des entreprises avec qui existent déjà depuis un petit moment et qui ont déjà pas mal de ressources. Mais bien souvent, du coup, on est, nous, aux bénéfices agricoles, en tant que petits éleveurs. Maintenant, un petit peu plus d'explications sur la MSA, donc qui est la mutuelle sociale agricole. Les différents régimes de protection sociale des agriculteurs non salariés et de leurs non-ayants droit et salariés sont regroupés au sein d'une seule caisse qui se veut guichet unique, hein, donc comme tout on l'a vu tout à l'heure. Il s'agit de la mutualité sociale agricole, plus connue sous le sigle de la MSA. Donc elle encaisse toutes les cotisations et contributions sociales, y compris celles relatives à l'assurance chômage par délégation. Et donc l'adhésion à la MSA est obligatoire pour l'immense majorité des agriculteurs non salariés et des entrepreneurs de travaux agricoles. En effet, pour être dispensé d'assujettissement à la MSA, l'éleveur doit avoir une activité qui ne dépasse en aucun cas les 3 seuils qu'on a évoqués juste avant et donc sinon, ne pas consacrer à l'élevage plus de 149 heures par an ou ne détenir qu'une seule femelle reproductrice et ne pas engendrer de revenus annuels de l'élevage supérieur à 800 fois le SMIC, horaire dans lequel il aura été de 10,03 € en 2019. Donc en gros, si vous êtes dérogataire avec une seule portée par an, vous n'êtes pas assujetti à la MSA, donc vous n'êtes pas obligé, de cotiser. C'est une fois qu'on passe à partir de 2 femelles reproductrices où là, du coup, on passe directement dans la première catégorie qu'on a vue tout à l'heure. Alors, pour la MSA, il y a différents statuts. Alors je sais que ça fait beaucoup de statuts à retenir, mais c'est pour mieux comprendre aussi ce que vous pouvez voir, notamment en termes, de nombre de femelles de reproductrices ou autres qui sont un peu tout mélangés sur le net. Et donc là, on parle bien au vu de la MSA, donc au niveau des cotisations et charges sociales. Donc l'éleveur est assujetti en tant que chef d'exploitation toutes les années au 1er janvier, il possédera au moins 8 femelles reproductrices. Donc là, en fait, on est tout simplement relié au nombre de bovins. Donc à partir de 8 bovins, il considère que c'est une personne, un statut en tant que chef d'exploitation. Sauf que forcément, nous, quand on commence, il est très compliqué d'avoir 8 femelles reproductrices, sachant que dans cette définition-là, il parle de femelles reproductrices déjà en âge de reproduire. Juste pour les autres, j'ai vu que Barbara avait des problèmes pour m'entendre. Est-ce que c'est le cas d'autres personnes? Alors, si vous pouviez juste me répondre, à moins que vous m'entendiez plus? Non? OK. Bon. Désolée Barbara, j'espère que tu pourras regarder le replay et je suis contente que ça vienne pas de mon côté pour que les autres puissent aussi, heu, pouvoir, continuer ce webinaire. Donc OK, super, merci en tout cas pour vos retours. Top. Alors, oui, j'en étais à mes femelles, mon nombre de femelles reproductrices. Donc une femelle reproductrice est une femelle en âge de reproduire ayant déjà reproduit. Selon les races, l'âge maximum est compris entre 7 et 9 ans. Oui, effectivement, Thierry, peut-être rafraîchir la page, est pas mal, comme idée. Merci.
Donc le temps passé à des épreuves de sélection, donc tout ce qui est considéré comme exposition, concours de travail, ne compte pas dans la détermination de la durée annuelle de travail. Donc ça, c'est, du plus, quoi. Du plus qui prend quand même pas mal de temps, on est bien d'accord, hein. Sinon, on a le statut de cotisant solidaire. Donc ce sont les petits éleveurs peuvent être attachés à la MSA, non pas en qualité de chef d'exploitation, mais en tant que cotisant solidaire. Donc pour y prétendre, il faut justifier consacrer à l'élevage un temps de travail compris entre 150 ou jusqu'à 1200 heures annuelles. Alors on est bien d'accord que souvent c'est extrêmement compliqué à déterminer, hein, parce que à quel moment on va pouvoir comment dire, déterminer combien d'heures on y passe, sachant que souvent, ce sont nos animaux, donc on passe autant d'heures qu'il y a besoin, que ce soit nuit et jour et un peu n'importe quel jour de l'année. Donc voilà, c'est vraiment une estimation un petit peu moyenne, on va dire. Mais par contre, la possession de 2 à 7 femelles reproductrices maximum, forcément, parle beaucoup plus que le nombre d'heures passées avec nos loulous, hein. Par contre, dans les 2 cas, il faudra que l'élevage génère un revenu annuel inférieur à 800 fois le SMIC mensuel, donc 8 024 € en 2019. J'ai pas vraiment tout bien compris ce principe-là, donc si vous me posez la question, ça risque d'être compliqué à vous répondre. J'ai pas réussi à trouver moi-même la réponse, donc si jamais quelqu'un l'a, je serais ravie de pouvoir, mieux le comprendre. À la cotisation de solidarité, l'éleveur devra ajouter les cotisations aux assurances d'accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, l'organisme Atexa et à la caisse de retraite complémentaire RCO, à la CSG, à la et au CRDS, à la contribution également à la formation professionnelle et à la FMCE. Donc vraiment la différence là, en termes de différents statuts de MSA, alors il y en existe, pas mal d'autres, hein. Là, ce sont, les statuts qu'on voit le plus souvent parce que sinon, j'en aurais pour vraiment toute l'après-midi. Mais on voit bien que du coup pour ceux qui ne sont pas, qui sont moins d'une femelle, donc qui sont pas assujettis à la MSA, ceux qui ont entre 2 et 7 femelles, vraiment cotisants solidaires et après à plus de 8, on passe en tant que chef d'exploitation. Et ça, au fur et à mesure des années, hein, ça peut bouger bien sûr, hein. On peut partir, justement des éleveurs dérogataires pour finir en chef d'exploitation plus tard, hein. Ça se fait au fur et à mesure. En l'état actuel du droit, on devient éleveur professionnel dès la première portée, inscrite ou non au livre généalogique officiel, donc le LOUF ou le LOF, même sans numéro de siret. La notion d'éleveur amateur a disparu depuis l'ordonnance du 7 octobre 2015, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et l'expression éleveur professionnel est désormais un pléonasme. L'adhésion, par contre, à la MSA s'opère par trébuchement à la chambre d'agriculture auprès du centre de formalité, donc du CFE. Donc l'éleveur adresse son dossier de demande d'immatriculation. Donc le CFE de la chambre d'agriculture transmet une copie à la MSA, notamment si un formulaire de travailleur non salarié y est joint. Donc généralement, ce qu'on est quand on est justement en micro-entreprise agricole. Cependant, l'éleveur qui a produit une portée inscrite au LOF ou au LOUF est dispensé de s'immatriculer à la chambre d'agriculture. Tout simplement parce que là, on considère que quand vous faites une portée au LOF ou au LOUF, vous êtes suffisamment traçable en termes de traçabilité des animaux pour qu'on puisse échanger, vous retrouver, etc. Et c'est à partir uniquement de la deuxième portée où vous devez vous immatriculer. Et par contre, alors je m'excuse, je suis désolée, le rhume a eu raison de moi. Quand vous faites du non-LOF ou du non-LOUF, dès la première portée, il faudra vous immatriculer à la chambre d'agriculture pour justement avoir un numéro, en gros, qui vous sert à la même traçabilité que les personnes qui font des déclarations LOF ou LOUF. Donc ça, c'est quelque chose de très peu encore répandu, mais malheureusement, c'est véridique. Donc quand même, et c'est ce qu'on verra aussi pour avoir un numéro de portée pour pouvoir
passer une annonce, par exemple. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, se demandent comment on déclare et où est-ce qu'on déclare? Alors, déjà sur le site impôts.gouv, on fait sa déclaration, on va dire, type classique. Alors c'est bien sûr, ça va dépendre bien de ce qu'on va retrouver comme type de statut que vous avez choisi, mais en partant du principe que, vous choisissez, les plus courants, donc les plus, bah, quand vous êtes au début. Donc pour les éleveurs, vous avez une case revenu agricole, pour ceux qui ont un numéro de siret. Vous remplissez les cases correspondant à votre situation, plus la case revenu d'impôt 5XB. Donc attention à ceux qui sont assujettis cette fois à la TVA, de mettre le montant hors taxe. Et oui, sinon en fait vous allez vous imposer deux fois sur deux fois enfin vous allez vous imposer une TVA de 40%, quoi. Donc vraiment attention à le mettre hors taxe. Par contre, il n'y a pas de calcul d'abattement, que vous pouvez faire, comme on peut faire sur nos déclarations en tant que salarié. C'est un abattement d'office de 83 qui est fait directement par les impôts. Donc c'est pas à vous de le faire, c'est eux qui le font directement. Ensuite, pour, les éleveurs dérogataires, enfin pour les dérogataires, hem, vous avez donc ceux qui ne sont pas assujettis, à la partie agricole, hein, donc ceux qui ont vraiment qu'une seule portée par an. Donc là, il faudra remplir la case 5QU à remplir, complètement en fonction de la vente de vos chiots-chatons et également prenez en compte vos saillies. Parce que ça, par contre, elles rentrent directement dedans. C'est pas quelque chose qui est exempté, hein, malheureusement. Donc ça, ce sont pour les éleveurs. Dans la catégorie, revenus agricoles, ce sont ceux qui sont, bah, également, qui sont cotisants à la MSA aussi, donc à partir de 2 femelles reproductrices et dans les revenus non commerciaux, non professionnels, ce sont les dérogataires, donc ceux qui ont une seule portée par an. Maintenant pour les pet sitters, donc le montant de votre chiffre d'affaires, donc vos recettes brutes annuelles, donc en fonction. Si vous faites également de la vente de marchandises, donc c'est la case 5, QO, donc concernant vraiment la vente de marchandises avec un abattement de cette fois de 71 et ceux qui font que la prestation de service dans la case 5KP avec un abattement de 50 et 5HQ pour les bénéfices non commerciaux. Donc généralement, vous, ce sera, 5KP. Quand on a simplement un statut, de micro-BA ou, un statut auto-entrepreneur, généralement, ce sont vraiment ces 2 petites cases qu'on remplit et après on est tranquille. Par contre, je l'ai remis un peu plus loin, je crois, mais si vous oubliez, et que vous avez une délation, par contre, vous avez un risque d'avoir 7 500 € d'amende. Même si vous faites qu'une seule portée par an et même si, vous n'êtes ni au LOF ni au LOUF. Ça, peu importe, c'est un revenu, vous gagnez de l'argent, donc forcément, vous êtes imposable dessus. Et faites attention parce qu'on peut se dire: «Oui, mais bon, je fais qu'une portée, il y a personne qui le sait». Bah, franchement, faites attention parce qu'il y a bien plus de gens, qui qui vous regardent que ça et la délation se fait beaucoup aussi dans ce genre de milieu, donc il vaut mieux être réglo et le mettre directement parce qu'en fonction, sinon votre rentrée, elle sera beaucoup moins rentable. Surtout si vous avez déjà utilisé l'argent de votre portée. Alors, on revient dans les obligations. Je l'ai dit dans les obligations pour les pet-sitters, hein, c'est pareil pour les pensionneurs, ce sera pareil pour les éleveurs. Donc ça, c'est quelque chose d'obligatoire, le médiateur. Donc selon l'article L612-1 du Code de la consommation, depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Le nom de ce dernier doit normalement figurer dans le contrat de vente que vous avez remis à l'éleveur ou, bah, l'achat par exemple de votre chien ou votre enfin de chat, donc quand vous faites de la vente de chiens, de chiots et de chatons, mais également en tant que pet-sitter ou pensionneur. Donc l'article 153, 156 par contre, 3 du code de la consommation impose qu'un professionnel doit être en mesure de communiquer à un consommateur les coordonnées du médiateur dont il relève. Sinon, une amende de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
et les personnes sont de plus en plus titilleux et commencent à le savoir et si, s'il y a déjà quelque chose qui ne va pas entre vous, ça risque d'être compliqué donc il vaut mieux avoir un médiateur. Donc pourquoi? Pour permettre d'éviter de se lancer dans une procédure judiciaire qui peut être longue et aussi coûteuse. Mais ça reste quand même bien appréciable pour éviter justement ce genre de problème, d'avoir un accord à l'amiable plutôt qu'un long procès et parfois on peut aussi avoir la vie des animaux entre les mains. C'est-à-dire que si, je sais pas, pour X ou Y raison, la personne, décide, de vouloir vous rendre l'animal ou vous devez le rembourser ou autre, s'il y a un problème avec un animal, sachez qu'il est, considéré, non vendable donc vous l'avez sur votre structure pendant 1, 2, 3 ans, le temps du procès. Donc qui est le médiateur? Donc c'est un médiateur qui est choisi qui doit être référencé par le CECMC en tant que médiateur à la consommation. Donc une personne impartiale et neutre dont le rôle est d'aider les 2 parties à trouver une solution au problème. Il facilite la communication entre elles. Son rôle n'est pas de trancher le litige qui vous oppose, mais de proposer des solutions. Donc là, en termes d'éleveur ou pensionnaire ou pet-sitter, hein, parce que malheureusement des litiges, on peut en avoir, dans n'importe quel métier au final. C'est pour ça que c'est devenu obligatoire. Et la procédure de médiation des litiges de la consommation est soumise sur une obligation de confidentialité qui impose tant le médiateur que les autres parties. Alors, comment se passe la procédure? Donc la demande est faite par le client. Si le dossier est recevable, il saisira alors le professionnel. Ce dernier pourra accepter ou refuser la médiation. S'il accepte, le coût du traitement du dossier sera à la charge du professionnel. Attention, le médiateur ne peut pas être saisi par le client s'il n'a pas au préalable prévenu le professionnel du problème qu'il rencontre et tenté de régler le dit litige avant d'appeler le médiateur. Donc le client gardera pour cela, les preuves écrites de sa démarche. Il faut que ce soit quand même passé, de façon un peu plus officielle, on va dire. Justifier le recours à un médiateur en cas de différend avant d'attaquer en justice. Donc à tout moment, les 2 parties peuvent mettre fin à la médiation, mais si en tant qu'acheteur, vous décidez de saisir la justice, ne parvenant pas à résoudre votre différend, vous devrez justifier d'avoir tenté une résolution de problème en passant par la médiation désignée par le vendeur. Donc ça, c'est tout obligatoire parce que si, ça peut jouer aussi dans la décision de justice par la suite. Donc pour quel métier? Activité de vente de chiens et de chats et toutes les autres activités des animaux, donc dresseurs, éducateurs, comportementalistes, toiletteurs, handlers. Activités de promenade sans hébergement, de garde ou, avec ou sans hébergement, chez nous, d'entraînement et d'utilisation sportive ou de loisirs, de transport, d'entretien, de crémation, de transport de chiens, de chats, dans un encadrement et d'animation des activités d'attelage, par exemple pour, le mushing. Donc en fait, tout le monde, quoi. Donc ça, c'est vraiment la partie médiation, c'est quelque chose qui est obligatoire. En revanche, ah oui, puis toutes les activités, pardon, d'accomplissement, au secours et protection, capture, hébergement, entretien, donc toute la partie refuge, en fait, élevage et cetera. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est la partie protection juridique. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc ça intervient si le médiateur n'a pas réussi à trouver un arrangement. Donc ses missions, c'est les courriers entre 2 parties, en cas de demande de procédure ou d'indemnité de la partie adverse, donc trouver un avocat spécialiste dans ce type d'affaires, payer les premiers frais de procédure et si la justice ne vous donne pas raison, cela passe directement en responsabilité civile professionnelle quand vous en avez une. Bah, sinon, c'est pour votre poche. Donc souvent, on va préconiser d'avoir la responsabilité civile professionnelle avec l'option protection juridique. C'est quand même plus agréable, on paye à l'année, mais en cas de problème, honnêtement, vu les montants qu'ils remboursent, je pense que le jour où est-ce qu'il y a vraiment un gros litige, on est bien content qu'ils soient avec nous. Donc elle n'est pas obligatoire, mais par contre, elle peut être, aussi préconisée en cas, par exemple, de morsure, de griffure, d'autres blessures, de perte, de vol, de décès d'animal en garde.
Donc par exemple, vous avez une personne qui vient chez vous et qui, je sais pas moi, qui glisse à l'extérieur parce que vous avez pas mis du sel sur les plaques de glace, bah, ça peut être pour votre pomme et là, la responsabilité civile, interviendra, par exemple. Ou, bah, si un chat ou un chien, griffe ou mord en fonction ou, bah, si vous êtes pet-sitter, si malheureusement il y a un décès, de chien ou de chat pendant que vous êtes en train d'exercer votre profession. Enfin voilà, ça peut être des choses, un petit peu compliquées à gérer et tout ça, ça nous permet d'avoir, vraiment, bah, une sécurité au final. Et vous avez également l'assurance multirisque lorsque le siège social est aussi notre habitation, afin de bénéficier des garanties plus élevées que celles, qu'on aurait en tant qu'habitation classique. Donc là, on parle des éleveurs et des pensionneurs et voilà, l'assurance multirisque, ça peut être quelque chose qu'on a déjà dans notre contrat d'habitation, sauf que ça n'enlève pas la partie liée à notre habitation propre. Par contre, on va la mettre sur, nos bâtiments, bah, de pension ou d'élevage, par exemple. Et là, bien souvent, les garanties, forcément, ne sont pas les mêmes, la franchise n'est pas la même, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir, ce type d'assurance. C'est encore une fois pas du tout obligatoire, mais on s'en rend compte qu'on en a besoin, quand c'est déjà trop tard, généralement. Donc vaut mieux pouvoir anticiper. Alors pour exercer vos métiers, depuis le 1er janvier 2016, il n'est plus nécessaire de recourir auprès d'un préfet à la délivrance d'un certificat de capacité, ce qu'on appelait avant CCAD. En effet, le gérant de la pension, refuge, fourrière, animalerie, dresseur, handler, taxi animalier, transporteur, éducateur, comportementaliste ou éleveur de plus, d'une portée par an, doit être désormais titulaire soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, donc du ticket RNCP. Donc, par exemple, moi qui ai fait un bac pro élevage canin et félin, ça rentre en compte. Le BTS que j'ai fait par la suite en technico-commercial en option animalerie rentre également. Donc vous avez en fait toute une liste de métiers comme ça, de formations. Si un jour vous avez par exemple été assistant vétérinaire ou d'autres choses. Je crois qu'il y a le toilettage aussi qui en fait partie. Alors, en fonction de la structure où vous avez eu votre enseignement, enfin voilà. Il y a une bonne liste, donc en fonction, n'hésitez pas à aller regarder. Donc soit d'une attestation de connaissance pour les animaux de compagnie domestiques, donc la cassette qu'on délivre aujourd'hui, donc qui est délivrée par la région, donc par la DRAF, donc la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au terme d'une formation accessible sans prérequis, d'une durée de 14 heures pour, une option, 18 heures pour 2 options et 24 heures pour 3 options. Vous avez, la possibilité de faire chien, chat et les nouveaux animaux de compagnie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à aller passer en présentiel, donc 1 jour et demi, 2 jours ou 3 jours en fonction du nombre d'options que vous avez. Vous passez à la fin de cette formation un QCM. Au-delà de ce QCM, il vous faut 60 de bonnes réponses pour l'avoir. Si vous l'avez pas du premier coup, vous pouvez le repasser directement une seconde fois et voilà, c'est un QCM avec, le nombre de bonnes réponses attendues. Ça peut être quand même, assez compliqué si on n'a pas fait, bah, de formation un peu comme vous, hein, et même parfois, notamment par exemple pour les NAC ou autres. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait fait également la formation d'entraînement à la cassette qui est vraiment, très intéressante, qui nous permet aussi de nous entraîner en parallèle sur les quiz. Parce que le type de question peut être un petit peu compliqué et ils aiment bien mettre un petit peu comme les questions pour le code, si, certains d'entre vous l'ont passé il y a pas si longtemps, un petit peu des questions tordues. Donc voilà, on a essayé de faire, en sorte de vous entraîner au maximum. Donc ça, c'est obligatoire, que ce soit, bah, que ce soit une certification professionnelle ou, la cassette, c'est obligatoire pour pouvoir exercer, pour pouvoir vous installer surtout. Donc même si vous passez la cassette, je sais pas moi, demain, que vous le réussissez après-demain, il faudra attendre le papier de la DRAF pour que ce soit réellement officiel et que vous puissiez vous installer. Donc ça, c'est important.
Alors, inscrire au LOF ou au LOUF, oui ou non? Alors, moi, je suis pas là pour vous dire, oui ou non. Je suis simplement là pour, vous dire un petit peu, bah, quel est le but, au final, du LOUF et du LOF. Après, chacun fait ce qu'il souhaite. Pour moi, il y a autant de bons éleveurs en LOF ou LOUF ou pas LOUF ou pas LOF. Ça dépend vraiment de l'optique que chacun a, de la vision de l'animal, tout simplement, de son bien-être et du respect de ses propres besoins en tant qu'espèce. Voilà. Je voulais simplement refaire un rappel sur, qu'est-ce que le LOUF ou le LOF. L'élevage poursuit pardon, un but d'amélioration d'une race ou tout au moins à son maintien à un niveau d'excellence ou, que la production de chiots ou de chatons soit issue, de géniteurs sélectionnés et sujet à une traçabilité dans le circuit du livre des origines françaises, donc du LOF, ou du livre officiel des origines félines, du LOUF. Plus les chiots chatons produits s'approcheront du standard de leur race, plus ils seront performants dans leur utilisation, plus la portée produite sera bénéfique à la race. Pour cela, l'élevage implique de faire de la sélection, ce qui peut emmener l'éleveur à parcourir de très longues distances pour participer à une manifestation canine, féline, ou effectuer par exemple une saillie, ou encore aller chercher ses chiots ou ses chatons à l'autre bout du monde pour avoir vraiment tous nos critères de sélection qui sont mis, ben, qui sont réunis. Donc l'éleveur rigoureux est donc d'abord préoccupé par l'amélioration de ses petits que par la rentabilité. Donc le LOUF ou le LOF permet une meilleure traçabilité de la généalogie, une meilleure sélection, une meilleure détection des maladies et des tares génétiques et un contrôle justement sur ça et surtout après, bah, dans la transmission de ces maladies, ces tares génétiques. Une meilleure reconnaissance du travail de l'éleveur, parce que quand on est au LOF ou au LOUF, on peut avoir un affixe, donc on peut aussi avoir notre affixe qui est relié à notre nom et bah, montrer que c'est nous aussi qui faisons ce travail et que nous faisons bien notre travail et du coup, c'est aussi valorisant, de pouvoir, bah, montrer, notre travail au final. Et de contrôler la consanguinité parce qu'il y a certains, bah, par exemple, père-fille, mère-fils, ça c'est interdit. Enfin, il y a un certain taux de consanguinité accepté. Par contre, si on ne fait pas du LOF ou du LOUF, on peut très bien le faire et ça, bah, tout ça implique, tout ça, quoi. Justement, l'affixe, donc est un nom déposé qui peut être célèbre, au niveau international. C'est comme ça qu'aussi on peut, bah, nous acheter des chiots ou des chatons à l'étranger, mais et inversement, bah, qu'on puisse exporter et bah, aussi, proposer à d'autres pays notre vision, de l'élevage, notre sélection et c'est aussi, un gage de travail. Donc c'est d'une certaine manière la dénomination de l'élevage. Accolé au nom du chien, soit avant en général donc pour les affixes anglophones, donc un préfixe, soit après qui est le cas le plus courant pour, par exemple chez nous, qui est un suffixe, donc après le nom du chien. Comment faire pour demander un affixe? Donc l'éleveur désirant utiliser un affixe doit s'engager déjà à respecter certaines dispositions figurant au recto du formulaire du demande d'affixe, de constituer un dossier qui comprendra le formulaire d'autorisation d'utiliser un affixe impérativement revêtu de la signature du ou des demandeurs, le règlement de la participation aux frais. Je crois que c'est dans les 160 € pour, les chiens et 180 pour les chats. Un extrait du casier judiciaire ou une attestation sur l'honneur certifiant n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pour mauvais traitement aux animaux. Et la photocopie de la carte d'identité, passeport, livret de famille, permis de conduire et cetera. Donc quand vous souhaitez créer un affixe, je vous conseille d'aller d'abord sur le site de la FCI et là est répertorié tous les affixes. Ce qui vous permet,
Déjà de faire le tri dans vos idées parce que souvent on se dit: «Ah super, ça y est, j'ai trouvé mon nom d'élevage». Vous avez, gribouillé je sais pas combien de feuilles pour réussir à obtenir votre nom. Ça y est, il s'est illuminé, vous avez trouvé et puis, bah, malheureusement quand, vous allez sur le site de la FCI, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, ça a été le cas également pour d'autres personnes. Donc l'avantage, c'est de pouvoir retravailler son nom parce qu'on va vous en demander, 3 propositions. Si ces 3 propositions sont déjà prises, on vous renverra une demande. Alors bien sûr, vous ne repayerez pas, mais le temps de trouver le bon nom. Donc si vous voulez que ce soit rapide, autant vous faire vos propres recherches en amont. Parce que, forcément, il y en a déjà, pas mal sur le marché. Alors, si on est éleveur, Olouf ou Olof, il faudra du côté chien, faire les déclarations à la Société centrale canine. Donc une déclaration de saillie dans les 8 semaines après l'accouplement. Donc bien souvent, on attend au moins 4-5 semaines pour savoir si, la femelle est gestante, pour éviter de payer pour rien. Donc il y a un document sur lequel figurent les informations relatives à l'identité des reproducteurs, numéro d'identification, l'offre, coordonnées des propriétaires ayant réussi bien sûr l'examen de confirmation. Je rappelle qu'avec la Suisse, nous sommes les seuls pays des 94 pays membres de la FCI à proposer une confirmation sur nos reproducteurs avant de les mettre à la reproduction. Donc pour qu'ils soient LOF, il faut que les 2 parents aient réussi au minimum leur examen de confirmation pour que la portée soit inscrite au LOF et que eux-mêmes, les chiots, pour reproduire, devront passer cet examen de confirmation pour pouvoir reproduire au LOF. Ensuite, il faudra envoyer la déclaration de naissance dans les 2 semaines après la mise bas, donc document sur lequel figure la date de naissance ainsi que la composition de la portée, le nom, le sexe, etc. Une demande d'inscription de portée dès l'identification, donc de document sur lequel figurent les informations complètes, date de naissance, robe, nom, identification. Il y a toujours un petit chèque par chiot, je crois que c'est 27 de mémoire. Et 7 € version web de mémoire pour la saillie ou 12 € version papier. Déclaration au Louf. Pour le chat, ils ont été un peu plus simples. Il n'y a qu'une seule déclaration saillie-naissance à faire dans les 2 mois suivant la naissance. Au moins, c'est un peu plus pratique. Et c'est 10 € par chaton. Alors, bah, justement, une fois qu'on a fait donc, notre demande d'affixe, qu'on a fait toutes nos déclarations, il faut aussi qu'après, on identifie nos chiots ou nos chatons. Donc le ministère de l'Agriculture a désigné l'ICAD comme étant le seul organisme à gérer officiellement l'identification des carnivores domestiques. Donc il procure différents certificats. Ça, c'est pas très bien connu dans le milieu, pourtant on vend, souvent aussi pour élevage. Donc, on a le certificat provisoire d'identification, qui est rempli par le vétérinaire lors de l'identification de l'animal. Ce document sert à enregistrer l'identification par puce électronique. Un exemple doit être adressé à l'ICAD pour enregistrement et un autre conservé par l'identificateur et un troisième qui doit être remis au détenteur de l'animal après l'identification. Le document est valable 1 mois à partir de la date d'identification, des réceptions du certificat provisoire de l'identification par ICAD et enregistrement définitif de l'identification au fichier national. Une carte d'identification est envoyée aux détenteurs particuliers et les détenteurs professionnels reçoivent quant à eux un certificat de traçabilité. Et c'est ça que beaucoup n'ont pas quand ils se déclarent, parce que ça, il faut déjà le savoir. Hein, parce que quand on vend un chiot ou un chaton, on ne sait pas toujours s'il va finir par reproduire. Mais si c'est prévu, dans ce cas-là, il faut faire une demande de certificat de traçabilité. Et quand, imaginons, vous avez déjà fait identifier vos chiots ou vos chatons, et par la suite, vous avez un changement de propriétaire, parce que vous étiez le propriétaire jusque-là, il faudra refaire une déclaration à l'ICAD comme quoi il y a changement de propriétaire, vous cédez l'animal à telle personne. Pour ce qui est du certificat de traçabilité, il est destiné aux détenteurs professionnels. Il remplace la carte d'identification.
Il permet aux professionnels d'effectuer un certain nombre de démarches auprès de l'ICAD, comme le changement de détenteur, le changement d'adresse, etc. Ces documents sont envoyés aux détenteurs professionnels par email, plutôt que version papier. Et donc, à terme, la carte d'identification destinée aux détenteurs particuliers et la carte d'identification peut être aussi adressée aux professionnels pour les animaux non destinés à la vente. Par exemple, simplement ceux qui restent à l'élevage, sans forcément reproduire ou autre. Elle se compose de 2 parties à conserver, une partie haute permettant d'effectuer un certain nombre de démarches auprès de l'ICAD et la partie basse qui est détachable et en fonction, quand vous partez en exposition, quand vous faites garder votre animal, pas mal de choses, il faut pouvoir, donner cette carte en même temps pour que quand, par exemple, la personne qui sort, si vous êtes pet-sitter, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Parce que c'est un petit peu comme sa carte d'identité au final. Donc ça, vous devez le demander aussi, pour faire garder les animaux, pour, les promener, pour les sortir, comme ça, si vous avez un contrôle, vous pouvez prouver par A plus B, c'est avec, sa carte ICAD, sa carte d'identité, que le propriétaire, par exemple, vous a bien transmis, la garde temporaire, mais au moins vous êtes pas embêté. Alors, les formalités de déclaration d'un chenil ou d'une chatterie à titre d'activité. Déjà, l'éleveur d'une seule portée par an est dispensé de déclaration à la DDPP ou à la DDCSPP, ça dépend des départements, ils sont pas encore, OK, avec quel nom utiliser, parce qu'ils ont simplement fusionné avec un autre service. Donc au titre d'activité, pardon. Si sa portée est unique et annuelle, donc inscrit au LOF ou au LOUF, cet éleveur est en plus dispensé d'immatriculation à la chambre d'agriculture, bien qu'il reste réputé comme professionnel. Donc ça, c'est également ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il n'a pas besoin de s'immatriculer vu que, il est déjà traçable par rapport au LOF ou au LOUF, aux obligations que cela représente. En revanche, s'il détient moins de 9 chiens sevrés, mais qu'il pratique de l'activité, par exemple de pension ou dressage, il doit se déclarer à la DDCSPP. Pourquoi? Parce qu'il faudra en plus qu'il soit répertorié dans la chambre d'agriculture, qu'il soit une fois on l'a dit tout à l'heure, pardon, qu'il devait, s'il avait une activité annexe, la déclarer, au CFE et à la chambre d'agriculture. Parce que par contre, eux 2 ne font pas le basculement. Ils s'envoient pas les données. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc pour les pensions, refuges, animalerie, élevage, les déclarations d'activité en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques auprès de la DDCSPP au moyen de formulaire du CERFA 15 045 02. Donc ça, c'est pour vous déclarer lorsque, vous avez par exemple, plus de 2 femelles reproductrices et que enfin plus d'une et que vous êtes sur une petite structure, mais enfin non, je suis en train de dire des bêtises. Puisque ça, c'est quand vous avez justement plus de 9 animaux. C'est pas avant, c'est après. À partir de 10 animaux, vous devez vous immatriculer, et envoyer justement ce CERFA. Parce qu'il faudra également avoir un vétérinaire référent et c'est à lui de faire les démarches pour s'identifier comme officiel, vétérinaire officiel de l'élevage, de la pension ou autre. Donc soit par internet, soit par papier. Donc ça, ce sont quand vous êtes à plus de 10 animaux et on va revenir dessus. Et oui, bien sûr, mettre tout en place, pour être avec les installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Oula, pardon. Justement, les petites précisions en fonction du nombre d'animaux présents sur la structure. Donc déjà, il y a eu un pas en avant, 10 pas en arrière comme beaucoup dans le secteur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, il y a eu un nouvel arrêté qui, reprenait différents nombres d'animaux. C'est pour ça que vous retrouvez plusieurs types de tranches du nombre d'animaux présents sur la structure en fonction, de l'ICPE, donc ce qu'on va expliquer un petit peu après.
Donc actuellement, cet arrêté-là a été annulé et donc a été annulé en décembre 2020 et aujourd'hui, en 2021, on est, sur ce type de réglementation. En fait, on a simplement repris l'ancienne réglementation en termes du nombre d'animaux présents. Ce qui est un petit peu flou, c'est qu'en termes d'ICPE, donc qui sont, des installations classées pour la protection de l'environnement, on parle uniquement du côté chien. Sauf que quand on a une chatterie, par exemple, quand on a que des chats, ben, c'est un petit peu le flou. Donc là, il faut vraiment se renseigner auprès de notre DDCSPP pour que la personne en question y voie un peu plus clair et nous donne des réponses concrètes. Je rappelle que le territoire français est quand même assez grand et en fonction des secteurs, les DDPP sont un peu plus stricts que d'autres, notamment dans le sud, parce qu'ils gèrent aussi toute la partie des animaux de rente. Donc forcément, dans le sud, il y a différents protocoles qui sont quand même plus stricts en fonction de leur activité. Et du coup, il peut y avoir des différences d'un département à l'autre. Et même en fonction au sein d'un même secteur, bah, il est possible qu'une personne s'en aille et que du coup, la personne qui arrive interprète les choses d'une manière différente. Donc, pour vous protéger, je vous préconise toujours d'avoir des écrits datés et signés, parce que ça m'est arrivé, moi, en essayant d'acheter une pension. La pension en elle-même était au top, sauf que les toits étaient en amiante. Donc moi, j'avais appelé la DDPP à cette époque et elle m'avait dit non, mais il n'y a pas de souci, la structure est clean, on ne va pas vous embêter pour ça. Donc finalement, j'ai pas eu le financement, j'ai pas acheté cette structure-là. Et la propriétaire, 3 mois après, me rappelle en me disant écoute Laura, est-ce que tu peux attester comme quoi on t'avait bien dit que c'était OK. Je dis bah non, j'ai aucune preuve écrite. Moi, vu que forcément je me suis plus mis sur le projet, j'avais pas demandé de preuve écrite. La personne au sein du service avait démissionné, une autre est arrivée et en déclaration, ils leur ont demandé de refaire tous les toits, ce qui correspondait à peu près 30 000 € de budget et ils étaient obligés vu qu'ils avaient déjà, ils avaient déjà acheté en fait. Donc pour le coup, toujours demandez à ce que ce soit daté, signé par la personne, comme ça vous pouvez le ressortir. Idem si vous souhaitez justement acheter une structure avec qui s'est montée sur l'ordonnance du coup de 2018, où par exemple l'intervalle était compris entre 10 et 101 chiens, et qu'aujourd'hui on est revenu à 49 chiens, il faudrait mieux, avant d'acheter, que la personne qui vende ait bien un papier signé et daté, comme quoi elle s'est bien installée avant l'annulement de cet arrêté, pour prouver par A plus B, si un jour vous êtes en cas de contrôle, que vous avez l'autorisation qui était passée pendant 1 an et demi, quoi. Donc là aussi, toujours vous prévoir, vous protéger. Voilà, c'est un petit peu tout bête, mais parfois ça peut aller loin, donc vraiment faites attention à ça. Donc aujourd'hui, on parle de chenils de 10 à 49 chiens parce qu'en termes d'impact sur l'environnement, ça n'a pas le même impact d'avoir un chenil que d'avoir une chatterie. Forcément, en termes de déchets, en termes sonores, c'est pas la même chose. Donc vraiment, si vous souhaitez ouvrir une grosse chatterie, plutôt vous renseignez auprès de votre DDSPP. Donc aujourd'hui, du côté chien, donc le chenil de 10 à 49 chiens est une installation classée par la ICPE, mais simplement soumis à déclaration auprès de la DDCSPP ou DDPP ou du préfet, parce qu'au final, elle ne présente pas de danger, de grave danger pour les nuisances pour l'environnement. Et l'exploitant, il peut effectuer cette demande auprès du service public.fr. Par exemple, il y a une demande en ligne, ça va quand même relativement assez vite pour avoir une réponse. Donc là, on n'est pas considéré comme très grosse structure. Par contre, si, je ne sais pas, vous avez 2 chats à la maison, il faut savoir que ça compte quand même. C'est là où c'est un petit peu flou. C'est que du coup, dans vos 49, vos 2 chats compteront dans vos effectifs. Idem pour vos retraités et vos animaux stérilisés que vous gardez.
Donc ils comptent dans l'effectif. Donc c'est pas, là, on ne parle pas uniquement de reproducteurs, par exemple. Ensuite, on va passer du chenil de 249 à 250 chiens, qui est une installation classée, donc là, et qui est soumis à un enregistrement. Donc c'est un régime d'autorisation simplifié auprès de la DDCSPP ou du préfet. Et il doit justifier qu'il respecte des mesures techniques de prévention des risques et des nuisances définies par l'arrêté des prescriptions générales. Donc là, c'est un petit peu plus, c'est le level un peu plus au-dessus parce que l'autorisation, il faut quand même avoir un bon dossier et bien le défendre. Et après, pour un chenil de plus de 250 animaux, là, c'est beaucoup plus lourd. Donc ce sont là, pour le coup, soumis à... Alors, je me suis trompée dans mon... Je disais autorisation. Mince. C'est pas une... Enfin, si, oui, non, je parlais d'enregistrement. Donc, si, pardon, excusez-moi, je me suis perdue toute seule. Donc, elle est soumise à titre d'autorisation du préfet de département après une étude d'impact environnemental, une étude de danger, une étude publique dans un rayon d'1 kilomètre et l'acceptation du projet par la mairie. Donc là, on est vraiment sur une beaucoup plus grosse structure. Normalement, dans vos cours aussi, vous avez tout ce qui est demandé en plus par intervalle. Donc je ne voulais pas forcément revenir dessus là, aujourd'hui, mais c'était pour vous représenter un petit peu, surtout les structures à déclaration, enregistrement ou autorisation. À bien faire la distinction. Pour toutes les structures, de 1 à autant d'animaux que vous avez, il faudra avoir comme papier officiel le règlement sanitaire départemental et le registre suivi sanitaire et de santé des animaux, donc qui est mentionné dans le code rural de la pêche et de la pêche maritime, et qui doit être tenu à jour et compléter toutes les données précisées dans l'article. Donc il comporte les informations relatives à l'état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Tout volume de registre doit être conservé pendant 3 ans à compter de la dernière inscription qui a été portée. La création du registre sanitaire doit se faire par un vétérinaire référent, donc le même qu'on disait tout à l'heure qu'il faut qu'il se déclare, et il doit contenir un plan de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel, des règles d'hygiène à respecter pour le personnel et le public, des procédures d'entretien et de soins aux animaux incluant la surveillance sanitaire, la prophylaxie et les mesures à prendre en cas d'événements sanitaires. Donc là, imaginons que vous avez une parvo ou un typhus, quelles sont vos observations en amont, quelles sont votre prévention, quelle est la prophylaxie que vous allez mettre en place déjà en amont pour éviter ce genre de choses, et encore plus si vous avez le virus sur place, et combien de temps de quarantaine, etc., avec les périodes d'isolement. Et ce plan doit être affiché dans les grandes lignes pour que toutes les personnes travaillant dans la structure puissent en prendre connaissance. Le compte-rendu des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toute proposition de modification du règlement sanitaire sont consignées sur le registre par le vétérinaire sanitaire. Alors ça, c'est pas obligatoire ce que je vais vous dire, mais c'est ce qui est intéressant quand même à faire. Je dirais qu'au-delà de ce règlement, qui est quand même très important, ça c'est sûr, j'irais même à mettre un petit peu un espèce de livret, comme si un livret pour une personne qui arriverait en tant que stagiaire ou une personne qui arriverait dans votre structure en tant que salarié, mais bien plus, c'est-à-dire une personne qui serait amenée à venir dans votre pension ou dans votre élevage, si un jour vous avez un problème. Alors, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais réfléchissez bien parce que parfois, on n'est pas maître de notre vie à 100%. Un accident de voiture, un autre type d'accident, une maladie, bref, on peut se retrouver aux urgences sans avoir la capacité d'être conscient, de parler. Donc, il faut aussi penser que les animaux qu'on a sous notre garde ou qui sont à nous, on a aussi la responsabilité de prévoir, par exemple, des personnes à contacter. Donc vraiment avoir des personnes de confiance qui peuvent venir sur l'élevage ou la pension nous aider. Mais qu'au pire des cas,
quelqu'un, de lambda puisse savoir la totalité de votre organisation, d'avoir un petit peu alors le mieux serait aussi d'avoir si c'est votre élevage, d'avoir un petit peu les comportements, les choses, spécifiques. Imaginons, je ne sais pas, s'il y a des allergies, des mésententes entre, tel et tel, chien ou chat, pour que ce soit facilité et que vos animaux soient, dans le meilleur des cas, si vous ne pouvez pas assurer votre fonction. Et voilà, ça c'est pour moi hyper important à penser parce que, bah, voilà, on est un peu responsable d'eux, ils peuvent pas forcément se débrouiller tout seuls. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir aussi quand on ouvre une structure, de savoir, bah, qu'est-ce qui se passe en cas de problème? Qui c'est qui peut reprendre? Qui c'est qui connaît nos chiens? Qui c'est qui connaît notre structure? Ou pas, hein, parce que, voilà, s'il y a personne à côté, voilà. Et quels sont vos souhaits aussi, malheureusement, si vous êtes amené à décéder pour vos animaux d'élevage? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que, bah, il y a des personnes qui peuvent récupérer vos chiens? Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient vendus, donnés ou peu importe? Mais tout ça, ça se réfléchit aussi en amont. Ce sont des choses qu'on n'aime pas trop réfléchir, hein, parce qu'on aimerait bien rester le plus longtemps possible. Mais voilà, c'est intéressant d'y penser aussi en amont. Et j'avais oublié un point. Ce registre contient les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments et peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques. Donc ça, c'est tout ce que vous retrouvez au final dans votre pharmacie. Il faut que vous puissiez avoir les ordonnances et bah, pour qui, quoi. Donc ça, c'est un classeur généralement à avoir en plus. Donc, qui c'est qui le fait respecter ce registre sanitaire? Tout simplement la DDCSPP, qui est fixée, bah, par le département, donc par l'État concernant l'hygiène et toutes les autres mesures propres à conserver et à préserver la santé de l'homme. Et afin de garantir le bien-être animal, ils doivent sur la structure, on doit respecter les 5 libertés fondamentales de l'animal, à savoir ne pas souffrir de faim ou de soif, grâce à l'environnement approprié comportant des abris et des zones de repos confortables. Mais ça peut être aussi qui c'est qui vient en cas de litige, en cas de problème. Ne pas souffrir de contraintes physiques, pardon, grâce à l'environnement approprié comportant des abris ou des zones de repos. Bah, pardon, c'est 2 fois la même chose, je m'excuse. Ne pas souffrir de contraintes physiques, hein, bah, tout simplement, hein, avoir un environnement adapté à un environnement adapté en fonction de l'espèce, en fonction de la race, du stade physiologique. Bien sûr, pas de contraintes physiques, hein, on est bien d'accord? Voilà. Donc c'est équivaut aussi à être indemne de douleurs, de blessures et de maladies, grâce à la prévention et au diagnostic et au traitement rapide. D'avoir la liberté d'exprimer ses comportements normaux, grâce à un espace et des équipements adéquats et au contact des animaux de la même espèce. Et être protégé de la peur et de la détresse grâce à des conditions d'élevage, de transport et un traitement pour éviter la souffrance mentale. Donc ça, c'est très rarement pris en compte, mais il est important aussi de le mentionner. Donc ces 5 libertés fondamentales, il est important de les retrouver sur notre structure. Et par exemple, de le noter également dans le registre sanitaire de comment est-ce que vous prévoyez que vos animaux ne souffrent pas de faim, de soif, de contraintes physiques, etc. Ensuite, vous devrez remplir quotidiennement, donc ça, pour les éleveurs chiens-chats et les pensionneurs, mais pas pour les pet-sitters, parce que c'est uniquement quelque chose en présentiel, quelque chose de chez vous, par exemple. Là, si vous êtes pet-sitter, vous allez chez les personnes, donc ce n'est pas considéré comme une activité en ayant besoin. Donc, le registre d'entrée et de sortie des animaux mentionné au code rural est tenu à jour et doit comporter toutes les données précises dans l'article. Donc, toutes les données figurant dans ce registre sont consignées à chaque moment de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification. Tout le volume du registre portant mention d'un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant les 3 années après la sortie de l'animal. Il faut indiquer le jour même sur le registre pour chaque entrée d'un animal la date d'entrée, sa provenance,
Et dans le cas d'échange ou d'importation, par exemple, mais également si c'est un chien de pension ou si c'est un chien d'élevage, la référence des documents qui accompagnent et les d'accompagnants si vous avez eu, je ne sais pas, bah, justement la carte ICAD, le carnet de vaccination et les certificats établis. Après chaque naissance d'un animal, les données généalogiques et la date de naissance. Donc ça, tout chiot et chaton doivent être mentionnés sur le cahier d'entrée-sortie. Pour avoir mis un jour un élevage pension à jour qui n'avait pas été mis à jour depuis 6 mois, bah, je peux vous dire que vous êtes bien content de le faire au moins une fois par semaine, mais légalement, c'est une fois par jour. Il est vraiment important de le mettre rapidement à jour, ce cahier. Et d'avoir, si vous faites pension élevage, d'avoir 2 cahiers différents. Parce que comme vous êtes censé le garder 3 ans après la sortie de l'animal, il sera plus intéressant pour vous d'avoir un côté pension et un côté élevage. Sinon, vous allez devoir tout garder pendant 3 ans. Ça va être infernal. Chaque animal présent, donc le registre doit comporter une mention permettant de son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, et si elle est connue, l'âge au moment de l'inscription, le numéro d'identification et éventuellement tout signe particulier qu'on pourrait reconnaître l'animal. Chaque animal mort, il convient d'indiquer le registre, la date et la cause de la mortalité, si elle est connue. Chaque sortie d'un animal indiquait le jour et la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire. Donc ça, c'est si l'animal n'est pas décédé. Pour les animaux domestiques de compagnie, autres que les carnivores, la traçabilité des flux doit être assurée par la conservation des factures et la copie ou version dématérialisée des codes, des tickets de caisse. Donc là, c'est si par exemple, je ne sais pas, vous avez un poisson, un oiseau ou autre, bah là, c'est le ticket de caisse qui fait foi. Si, bien sûr, l'oiseau n'est pas identifié. Possibilité de version numérique pour ce document et le registre sanitaire, mais ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Donc une version informatique non modifiable, numérotée et datée doit être créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle, et s'il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle. Et vraiment avoir plusieurs endroits de sauvegarde, quoi, parce que si vous perdez tout, bah bonjour. Alors certes, ça prend moins de place, mais pour le coup, ça prend vraiment moins de place. Donc faites attention aussi à ça en cas de contrôle. Alors, cette fois, les obligations légales pour la vente. Donc, il faut un numéro de sirène obligatoire dès la première portée, en l'absence de pédigré. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La personne qui n'a pas inscrit sa portée au LOF ou au LOUF doit demander un numéro à la chambre d'agriculture. Si vous faites une portée par an, c'est OK pour le LOF ou le LOUF, et sinon, donc, ce sera un numéro de sirène obligatoire dès la deuxième portée. Pas de numéro de sirène obligatoire pour la cession à titre gratuit ou la revente d'un animal. L'âge minimum de vente d'un chiot ou d'un chaton est de 8 semaines. Les obligations légales pour passer une annonce. Donc, préciser le numéro de sirène ou le numéro de portée. Par exemple, le numéro de portée, c'est ce qui vous est donné quand vous faites une portée par an par le LOUF ou le LOF. Le nombre, le sexe, l'âge des animaux de la portée, les numéros d'identification ou à défaut celui de la mère s'ils ne sont pas encore identifiés. Les animaux LOF sont s'ils sont LOF, LOUF, donc de pure race, d'appartenance ou de type. Donc d'appartenance et de type, c'est uniquement ceux qui ne sont pas inscrits au LOF ou au LOUF. Entre 450 et 750 € d'amende pour une annonce non réglementaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en cas d'oubli, 7 500 € pour la déclaration aux impôts. Désolée, toujours le rhume qui m'embête. Si je veux continuer à pouvoir vous parler. Les documents
obligatoires relatives à la vente de chiots ou de chatons. Donc la vente d'un animal domestique consiste à un contrat civil bilatéral par lequel l'acheteur s'engage à prendre livraison de l'animal et à en payer le prix. Et le vendeur s'engage à livrer l'animal et à le garantir. Le contrat fait foi entre les parties, conformément au code civil. Il est conseillé en amont de la vente d'établir un contrat de réservation. Pour ce faire à distance, donc envoi du document sans signature au vendeur, pour qu'il renvoie par lettre recommandée. Nous, on laisse passer le délai de rétractation pendant 14 jours et après, ça nous permet à la fois d'avoir une projection sur nos portées, sur nos portées et de prendre connaissance des préférences du futur propriétaire et après, on renvoie du coup le document de réservation. Il est toujours intéressant de privilégier la demande d'art. Donc le vendeur et l'acheteur peuvent se désister. Si l'acheteur, passé le délai de 14 jours, se rétracte, il perd ses arts. En revanche, si c'est l'éleveur qui se rétracte, il doit payer 2 fois le prix de l'art. Par contre, l'acompte, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'acheteur, si c'est l'éleveur, si c'est l'acheteur qui se désiste, donc l'éleveur demande le prix complet demandé en compensation de la perte d'un autre acheteur potentiel, parce que si on en a eu d'autres et on a dit bah non, on n'a plus de chiots ou de chatons à vendre, par exemple. L'éleveur qui se désiste, donc l'acheteur peut demander que l'animal lui soit donné quand même, et donc celui-ci, si c'est par exemple, ça peut être le cas d'un litige et qui passe en médiation, hein, donc celui-là, fera l'objet d'une demande de décision de justice pouvant aller dans un sens ou dans un autre. Donc c'est par exemple un exemple que je vous disais tout à l'heure, où vous pouvez être bloqué pendant plusieurs années. Donc il existe maintenant, hein, je vous en avais déjà parlé, des contrats préfaits avec une adhésion et qui vous permettent d'être dans les clous et d'être à jour tous les ans. Donc il est préférable de passer par ce type d'organisme plutôt que de le faire vous-même. Si vous le souhaitez le faire vous-même, attention quand même à vous protéger un maximum. Pour ça, sur votre contrat, on devra retrouver donc les coordonnées de l'éleveur et de l'acheteur, si professionnel, indiquer son numéro de siret, si vous le vendez à un autre éleveur par exemple, ses caractères physiques spécifiques, son sexe, sa couleur, sa race s'il est de race, d'appartenance ou de type, coordonnées du vétérinaire mutuel. En cas de litige, les 2 vétos vont s'appeler pour parler un peu mieux de la langue des vétos et essayer de voir est-ce que ça vient d'avant ou est-ce que c'est pas possible, par exemple, en cas de maladie. L'éleveur s'engage à respecter la loi sur les vices rédhibitoires. Il doit le renvoyer à l'article concernant en le mentionnant ou alors en mentionnant tous les vices rédhibitoires à l'arrière de son contrat. Il faut que l'acheteur soit au courant. Mentionner en cas de problème de santé déjà présent, ectopie testiculaire, problème de mâchoire, etc. Le nom du médiateur, date et signée avec lu et approuvé. Et toujours conseillé qu'il soit réalisé en présentiel pour éviter le délai de rétractation des 14 jours. Sinon, il est considéré comme vente à distance et du coup, délai de rétractation possible. Privilégier des contrats professionnels du secteur animalier du type SNPCC. Je rappelle que la destination juridique et fiscalement du chien et du chat, ils sont catégorisés en tant qu'animaux de compagnie. Donc sa destination sera toujours d'abord en tant qu'animaux de compagnie, quoi qu'il se passe derrière. Donc la mention pour les expositions, la chasse, la reproduction. Donc l'éleveur garantit que l'animal a bien cette option. Donc, typiquement, le chien de chasse qu'on prend pour rechasser, qui est par exemple déjà intéressé à la chasse, s'il a peur du coup de feu, ça risque d'être compliqué à la chasse. Donc ça, l'acquéreur peut se retourner contre l'éleveur. Bien sûr, si la femelle fait un piomètre et que elle ne peut pas reproduire parce qu'elle doit être stérilisée, ça, l'éleveur ne pouvait pas le savoir, donc ça ne rentre pas en compte. Voilà. Mais attention, parce qu'il est interdit d'apporter des termes comme interdiction de reproduire ou devra être stérilisé, ceci est considéré comme clause abusive illégale. Dans la définition de l'animal de compagnie, il doit être capable de se reproduire. C'est-à-dire que vous n'avez en aucun cas le droit de refuser la vente normalement pour un éleveur.
Et donc ça veut dire que techniquement, on n'a pas le droit de vous refuser aussi la vente pour que vous acquérez, un nouveau reproducteur. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous galèrent pour trouver leur premier reproducteur, que c'est compliqué justement d'avoir des bons critères de sélection quand tout le monde nous ferme la porte. Mais rappelez-vous aussi, vous, aujourd'hui, que vous êtes passé par là, que c'était compliqué. Donc à vous aussi de changer les choses pour les futures générations, à essayer d'aller dans le bon sens et à de partager un petit peu. Bien sûr, vous aurez toujours la nature humaine qui va revenir au galop et parfois, vous vous ferez aussi avoir. Mais techniquement, vous ne pouvez pas interdire à qui que ce soit de devenir éleveur et donc de refuser la vente pour de l'élevage. Après, rien ne vous empêche de dire que tout le monde est réservé, etc. Mais ça peut être aussi pris assez mal. Il faudra avoir des documents d'information quand vous vendez votre chiot ou votre chaton. Donc, ce sont les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à son espèce, sa variété ou sa race. Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins, l'alimentation, ainsi que des conseils pour l'encouragement éventuel à la stérilisation. Sachant que vous ne pouvez pas l'obliger. Illégal. La longévité moyenne de l'espèce, la taille, le format à l'âge adulte, une estimation du coût d'entretien moyen annuel, hors frais de santé. Donc, il doit clairement indiquer que les frais de santé sont variables et qui sont en plus à prévoir. Mais par exemple, ça rentre en compte tout ce qui est alimentation, hébergement ou autre. Des conseils d'éducation, de familiarisation, de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsure. Et il est conseillé de mettre une phrase attestant sur le contrat de vente qu'ils ont bien eu le document d'information, qu'ils en ont pris connaissance. Personnellement, ce que je fais, c'est que je fais une feuille à côté, spécifique, juste pour dire, alors moi, je leur propose, donc avant qu'ils viennent me voir la première fois, je leur envoie par mail, comme ça j'ai une preuve que je leur ai envoyé par mail. Je le relis en présentiel, même s'ils me disent non, mais on l'a déjà lu, peu importe, je le relis entièrement avec eux. Et donc, je leur fais signer une feuille à côté. Donc, c'est bien écrit dans mon contrat qu'ils attestent avoir eu justement ce document d'information. Mais par contre, je leur fais une feuille en plus pour les responsabiliser et pour bien qu'ils comprennent que les informations, elles sont là. Ils en ont pris connaissance. Ils en avaient connaissance avant. Et en plus, ils ont signé une feuille en plus. Donc, en cas de problème, voilà. Je sais que je peux aussi compter sur les documents à côté. Les autres documents. Donc, un certificat de bonne santé de moins de 5 jours ouvrés, donc fait par le vétérinaire. Une carte d'identification par ICAD, par puce, donc qui est maintenant le seul légal. Sinon, ce sont des animaux à la revente qui ont déjà été tatoués. Certificat de naissance ou pédigré si c'est un chien ou un chat de race. Donc ça, c'est pareil, c'est souvent remis ultérieurement, le temps que les administrations nous envoient les documents. Et carnet de vaccination si l'animal est vacciné. C'est non obligatoire. Et puis maintenant, aujourd'hui, tout peut se mettre sur le passeport. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un passeport que d'avoir, par exemple, fait la rage sur un passeport et le reste sur le carnet de santé. Et puis, franchement, vu les conseils parfois donnés qui sont archaïques, il est préférable d'avoir nos documents d'information et le passeport. Les dispositions spécifiques à la pension ou au pet sitter. Donc, d'après le code rural, lors de l'accueil d'un animal ou d'une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie, dont un exemplaire pour chacune des parties, où ils doivent figurer le nom, l'adresse de l'entreprise de l'établissement, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si, en cas de problème, on n'arrive pas à joindre les propriétaires.
La durée du séjour de l'animal avec les dates d'arrivée, la date de sortie prévue. Alors bien sûr, en fonction, en cas de problème, on peut toujours prolonger, hein. Là, c'est quelque chose de, on va dire, de basique. L'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe. Donc, il faut qu'il puisse demander au propriétaire si l'animal peut aller en communauté ou s'il doit rester seul. Donc, si, par exemple, le propriétaire a dit OK pour être deux dans le box, ça décharge un petit peu aussi le professionnel en cas de problème. Après, bien sûr, en fonction du problème, s'il a mal fait son travail et qu'il n'a pas réussi à voir certains signes ou si c'est son, comment dire, si c'est son environnement qui est en tort, là, c'est différent. Voilà, nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue. Donc, c'est-à-dire, si la pension utilise tel type de croquette, bah, comment dire, le propriétaire s'engage à accepter que ce soit ce type de croquette-là. Ou alors, à l'inverse, que chaque propriétaire emmène ses croquettes. Bien sûr, quand vous faites vos prix, ça, c'est vous l'incluez dans le prix aussi. Soit vous faites tout le monde sur les mêmes croquettes, si vous êtes sur les croquettes par exemple, soit vous demandez au propriétaire d'emmener chaque nourriture, mais ça peut être aussi galère en termes d'organisation. Alors certes, ça perturbe moins l'animal. Quand on est sur une pension, je dirais familiale, c'est faisable. Après, quand on augmente les structures, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est faisable. Mais il faut que le propriétaire soit bien OK avec ce principe. Et consulter un vétérinaire désigné si nécessaire. Donc là, ça peut être en fonction le vétérinaire désigné. Donc là, bien dire votre véto à vous, celui avec qui vous avez confiance et qui est souvent le plus près ou au moins le plus compétent. Si vous êtes en cas de pet sitting, ça peut rentrer en compte, hein, tout ce qu'on est en train de dire. Et je dirais même, du coup, les coordonnées du vétérinaire, ou chez qui ils vont, mais en cas de problème, je sais pas, il n'y a pas de place ou autre, et chez qui vous allez. En option B, en option C, par exemple, imaginez quelqu'un qui a eu un litige avec un vétérinaire, je sais pas moi, le vétérinaire a eu vraiment un gros souci, il y a un animal qui est décédé et du coup, forcément, il y a des frictions entre les deux parties. Si vous l'emmenez chez lui et que tout se passe mal, le propriétaire, il peut vraiment, lui, voilà, vous dire que c'est votre faute ou autre. Donc ça, toujours avec la prévention, toujours avec de la discussion et de l'organisation, toujours bien comprendre là où vous pouvez, là où vous ne devez pas emmener les animaux. Et bien sûr, le numéro d'identification de l'animal. Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment disponibles aux agents de contrôle. Le responsable doit pouvoir être en mesure de présenter aux agents de contrôle durant le séjour de l'animal la carte d'identification qu'on parlait tout à l'heure, et s'il y a lieu, son passeport et les ordonnances en cours de traitement si par exemple, il faut donner, si vous êtes apte déjà à donner le traitement et quel traitement, pour qui et à quelle fréquence. Il faut vraiment qu'on ait une ordonnance. S'il n'y a pas d'ordonnance, on ne peut pas donner le traitement à l'animal. Donc ça, c'est pour la partie pension et pet sitter. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour aujourd'hui de tout ce que j'avais, à voir, à détailler. Donc souvent, le chemin de l'installation peut être long, semé d'embûches et on est souvent renvoyé, comme je disais au début, d'une organisation à l'autre. Mais une fois qu'on est installé, ce chemin laborieux est souvent, il s'efface parce qu'au profit de notre passion, on a réussi enfin à trouver, notre voie. On a enfin réussi à s'installer et puis généralement, on est quand même bien content. Donc tout ça peut sembler très compliqué au début, mais vous verrez qu'une fois installé, ça en vaudra la peine.